On est à la fin de l'été 2019 et je fais un petit vidéo de mon road trip sur la Côte-Nord pour m'en faire un petit souvenir. Ceux qui me connaissent savent qu'éventuellement, je vais m'acheter un mini Winnebago, un mini campeur, genre safari condo comme on voit ici. Et puis l'intérieur est tout aménagé, donc on est vraiment autonome, on peut aller où on veut, quand on veut, on est nomade. Cette année, j'ai décidé d'aller faire un road trip sur la Côte-Nord québécoise pour aller voir de quoi ça a l'air, ces beaux paysages-là. Au total, j'ai fait 2700 km dans mon camion comme ça en autonomie cette année et j'ai adoré ça. Donc ça me confirme encore une fois que vivre dans un safari condo ou quelque chose d'équivalent, j'aurais aucun problème avec ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire un tour de l'intérieur de mon camion pour voir comment c'est aménagé. C'est très simpliste, mais pour moi, ça me convient très bien. Je suis tout seul, puis je voyage avec ça. C'est vraiment pas compliqué comme aménagement. Parce qu'en fait, gracieuseté d'Élise, elle m'a prêté une boîte de toit dans laquelle je mets le plus de stock possible pour libérer l'intérieur du camion. Et puis, pour dormir, je dors sur un matelas mousse qui est à peu près 6 pouces d'épais. Donc, c'est parfait, c'est hyper confortable, évidemment, le sleeping. De ce côté-là, j'ai la glacière. Ensuite, j'ai deux bacs. Un bac pour mettre tout le stock de camping pour pouvoir faire à manger. Et évidemment, un bac qui contient toute la nourriture sèche. Un item bien important pour être confortable dans le camion quand on dort, c'est des déflecteurs. Ces déflecteurs permettent de garder les fenêtres ouvertes, les 4 fenêtres ouvertes, et de faire circuler l'air sans que la pluie rentre si jamais il pleut. Ça permet d'empêcher la condensation puis de se réveiller humide le matin ou les vitres buées ou quoi que ce soit. Donc ça dort très confortablement. C'est dans cette installation-là que je suis parti pour aller au bout de la route 138 pour aller voir la Côte-Nord. Évidemment, j'avais déjà 425 km à faire pour me rendre à Tadoussac, qui est la porte d'entrée de la Côte-Nord. Je viens juste d'arriver pour le traversier vers Tadoussac. Malheureusement, je suis arrivé en même temps qu'un banc de brouillard. Je pense qu'on peut le voir derrière. La visibilité, elle est nulle, mais c'est pas grave, je vais traverser. Et puis, Tadoussac, c'est la porte d'entrée pour la Côte-Nord. Donc, c'est à partir d'ici que commencent 1300 km de côte pour pouvoir visiter toute la Côte-Nord jusqu'au bout de la route. Évidemment, sur le traversier, on ne voyait pas grand-chose non plus. Et quand je suis arrivé à Tadoussac de l'autre côté, eh bien, c'était pas mieux. La première journée s'est passée dans la brume. J'ai donc décidé d'arrêter aux Escoumins. Et on peut voir au niveau du clocher de l'église qu'on voyait vraiment rien. J'ai fait une prière au pied de la croix pour espérer que la brume se lève. Elle s'était levée, mais au petit matin, elle est revenue. Alors, une autre journée dans la brume. Mais c'est pas grave parce que mon but, c'est pas de visiter comme tel le début de la Côte-Nord, mais c'est de me rendre au bout de la Côte-Nord. J'ai quand même fait un arrêt à Forestville pour aller voir un des derniers arboriducs qui reste au Québec encore sur pied. Alors, c'est une installation qui permettait de faire descendre les billes de bois de l'usine vers le port ou le quai où attendaient des barges pour transporter ça vers les usines de pâte et papier. Donc, on voit le trottoir où les gens pouvaient se promener pour faire l'entretien et les cuves comme ça étaient remplies d'eau et par gravité, les billes de bois partaient de l'usine puis ils arrivaient jusqu'au quai de chargement. Celle de Forestville faisait 2 km de l'usine jusqu'au quai de chargement. Au début de la Côte-Nord, les paysages sont semblables à ceux de Charlevoix. La différence, c'est que c'est juste du sapin, du pin et puis de l'épinette, mais c'est semblable. Ça change vraiment à partir de cette île. Là, c'est vraiment différent. C'est à partir de cette île qu'on peut voir la nature changer. Les arbres ici poussent beaucoup moins haut, sont beaucoup moins gros et il n'y en a presque plus. La nature, vraiment, c'est ici qu'elle commence à se déchaîner. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment à partir de Havre-Saint-Pierre. C'est vraiment là qu'on a le paysage nordique spécifique à la Côte-Nord. C'est aussi à Havre-Saint-Pierre qu'on peut aller visiter l'archipel des îles de Mingan. C'est vraiment impressionnant à visiter. Par contre, les transporteurs commerciaux qui font les voyages vers les îles le font pour des excursions de 3 heures ou 5 heures. Donc, c'est beaucoup trop rapide, il faut le faire à la course. Et en plus, on est en meute entre 20 et 40 personnes. Ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai trouvé 2 autres personnes qui étaient intéressées à louer un capitaine et son bateau. Donc, à 3, on a loué le bateau du capitaine Richard et sa femme pour la journée. Oui, c'est plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Ça nous a permis de pouvoir visiter les îles à notre rythme et sans qu'on soit dans la meute de gens. Donc, le capitaine nous a traversé d'île en île en suivant l'horaire inverse des bateaux commerciaux. Donc, on était toujours tout seul sur les îles.
Comme le capitaine connaît bien les îles, il a travaillé pour le parc pendant une quinzaine d'années, on a eu droit à un guide privé qui nous a expliqué la géologie puis l'écologie des îles. C'était vraiment très, très intéressant. Le capitaine Richard nous expliquait que les îles dans l'archipel de Mingan sont en territoire autochtone et que les Autochtones ont autorisé Parc Canada à faire un parc sur les îles, mais que ça demeure un territoire autochtone. Il y a aussi des ententes avec ceux qui vivent dans les villes riveraines, parce que même si c'est un territoire autochtone, autant les Blancs que les Autochtones utilisaient ces îles-là avant que ce soit un parc. Donc ceux qui demeurent dans les villes limitrophes ont encore accès à ces îles-là sans être obligés de payer pour avoir accès aux îles. Donc ils peuvent y aller comme ils veulent. On me dit qu'il y a des super de beaux parties les week-ends sur les îles, des beaux pique-niques familiaux et tout ça. Et ça leur coûte rien. C'est une des raisons pourquoi le capitaine pouvait nous promener d'île en île, parce que nous, tout ce qu'on avait à faire, c'était de payer une entrée pour le parc. Et après ça, lui pouvait nous amener où il voulait, parce que lui-même a accès à tout ce qu'il veut sur les îles. Les paysages à partir de Havre-Saint-Pierre se divisent en deux. C'est pas compliqué. D'un côté de la route, on a accès à la mer, donc c'est des plages de sable à l'infini, un beau sable fin, c'est super beau, des belles plages, c'est pas entretenu, puis pourtant c'est propre. De l'autre côté de la rue, par exemple, on se retrouve sur des tourbières, donc soit qu'elles soient très, très humides et on ne peut même pas y marcher, soit qu'elles sont semi-sèches, on peut réussir à marcher un peu dessus, mais par contre, ça fait lever des tonnes de moustiques et puis ils nous dévorent, c'est pas long, c'est insoutenable. Donc, j'ai tenté d'aller me promener sur les tourbières, mais c'est impensable. Je suis à peu près à 20 km au sud de Natashquan et il faut que je m'arrête pour la nuit, pour manger et dormir. Et voici le genre d'endroit que je trouve le long des routes en suivant les petits sentiers qui sortent de la route principale. Souvent, ils ne mènent pas très loin, mais ils mènent à des endroits fort intéressants comme celui-ci, où je vais passer la nuit, qui donne sur une petite baie, évidemment qui donne sur la mer. Alors ça va être mon point de vue pour la soirée. Alors je vais souper ici avec cette vue-là et dormir ici pour la nuit. J'ai mon souper et j'ai la belle vue sur la nature de la Côte-Nord, avec un paysage vraiment typique de la Côte-Nord, pratiquement désertique. Bon appétit! Je suis ensuite allé voir le beau village de Natashquan. C'est un très beau village sur le bord de la mer. Ce qui est intéressant ici, ils ont conservé les magasins du Galet qu'ils appellent. Donc, ce sont de petits magasins qui servaient à entreposer les agrès de pêche, l'huile de loup marin et différents articles liés à la pêche et aux opérations de traitement du poisson. Il faut savoir que la majorité des grosses villes jusqu'à Sept-Îles sont des villes pour les opérations forestières à l'époque. Alors que passé Sept-Îles, c'est surtout des villes qui étaient destinées à l'exploitation minière ou à la pêche. Donc ici, à Natashquan, c'était vraiment l'exploitation de la mer au niveau de la pêche. C'est le site familial de la famille Vigneault, avec la maison. Petite mais toute belle. Pendant mon voyage sur la Côte-Nord, j'en profite pour faire un peu de géocaching. Je suis à Natashquan et il y en a une ici. Elle s'appelle Passer les Chouris. On ne voit peut-être pas, mais le GPS m'indique que c'est 8 mètres devant moi. Je vais commencer à chercher dans les alentours et si on peut voir ici, la cache, elle est sur cette branche. Et voici le log qui était dans la cache. J'ai apposé ma signature. Et des caches comme ça, il y en a partout dans le monde et c'est vraiment dans le monde. J'en ai fait partout aux États-Unis où je suis allé, en France, en Angleterre. C'est vraiment agréable, ça nous fait découvrir des coins qu'on n'aurait pas visités autrement quand on se met à chasser ces caches-là, si on peut dire. Alors, c'est très intéressant.
Le géocaching, c'était bien intéressant, mais il me restait quand même 88 km à faire de Natashquan pour me rendre jusqu'au bout de la route. Alors, je suis reparti pour faire la route. Les derniers 44 km de route sont en gravel. Alors voilà, on arrive au bout de la route 138 à Kegaxka. C'est ici que ça se termine, le bout de la route. La route se termine à la baie de Kegaxka. Alors, c'est une belle petite baie. Alors, on arrive d'ici, la route 138, et on a deux choix. Soit qu'on tourne à droite et on arrive au petit village où il est possible de prendre le bateau pour continuer vers Blanc-Sablon, un beau petit village typique de la Côte-Nord. En passant, ça coûte 90 $ pour le bateau, sans l'auto, et ça prend 34 heures pour se rendre à Blanc-Sablon, 34 heures pour revenir également. Sinon, on tourne à gauche, c'est l'aéroport. C'est 4h30 de vol, mais ça coûte 1000 $. Dans mon cas, je retourne par la 138 vers Montréal, mais c'est certain, pas avant d'avoir pris la photo officielle. Voici la preuve que je suis allé au bout de la route.